Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire DAT et phase d'instruction, quel piège à éviter? Je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Eming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Nous serons ensemble pour une durée d'environ 45 minutes qui comprend également une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Ce webinaire est bien sûr enregistré. Le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF vous seront transmis à la fin de cette session. Toutefois, si vous avez des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Je vous propose désormais de découvrir ensemble nos intervenantes de ce jour. Slide suivante. Alors, nos intervenantes de ce jour, donc Daniela Margitican, consultante en performance et management des risques professionnels. Bonjour Daniela. Bonjour. Et Virginie Brossier, donc team leader en performance et management des risques professionnels. Bonjour Virginie. Bonjour. Je vous propose désormais de passer au sommaire, donc, qui rythmera cette fin de matinée. Donc, dans un premier temps, nous verrons pourquoi il est stratégique d'être vigilant au moment de la rédaction de la DAT. Dans un deuxième temps, nous verrons comment sécuriser vos déclarations d'accident du travail et vos réserves. Ensuite, nous verrons pourquoi il est indispensable de suivre l'instruction d'un dossier AT et comment le faire à l'heure de la dématérialisation. Enfin, nous terminerons avec une session de questions-réponses. Donc, pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons malheureusement pas pu y répondre, nos expertes reviendront vers vous dans les meilleurs délais. Je vais maintenant laisser la parole à nos expertes et vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Virginie Brossier. Je travaille en tant que team leader avec une équipe qui est en charge de la gestion de la phase déclarative des accidents du travail. Et on accompagne les entreprises pour émettre les déclarations, rédiger les réserves, ainsi que les questionnaires et observations durant la phase d'instruction. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Daniela Margitican. J'interviens dans le cadre de l'optimisation de la cotisation accident de travail maladie professionnelle. Donc, je travaille en coopération avec un réseau d'avocats et de médecins spécialisés en la matière et je vais tenter de compléter les bonnes pratiques qui vous seront données par Virginie tout au long de ce webinaire. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais partager avec vous quelques éléments, notamment et justement sur le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, il faut savoir que le contentieux de la reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles aujourd'hui est un contentieux qui est très abondant. Il est à la fois porté par les entreprises qui contestent un certain nombre de décisions de reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles, mais aussi très abondant du côté salarié. C'est-à-dire qu'on a aussi un nombre important de contestations de ce côté-là. Donc l'idée, c'est déjà un petit peu de vous situer le cadre du sujet et de vous dire que lorsque la caisse prend une décision de reconnaissance des accidents de travail, elle est placée dans une situation justement qui est celle de anticiper éventuellement un contentieux ou de part ou d'autre. Donc en matière de contestation des entreprises, en 2021, c'est 227,8 millions d'euros qui sont remboursés aux entreprises suite aux contestations qu'elles ont portées à l'encontre des décisions de reconnaissance des accidents du travail. Donc ça peut peut-être vous parler lorsque notamment vous émettez des réserves, vous interagissez avec la caisse, vous avez l'impression d'avoir tout mis en œuvre et malheureusement vous avez une décision qui ne va pas en votre faveur. Sachez que le contentieux derrière est abondant et qu'il aboutit souvent aussi à des décisions de caisse qui peuvent être sanctionnées. Donc, ce contentieux, il y en a plusieurs types. Donc, les cas principaux de contentieux lancés par les entreprises sont liés d'abord et principalement à la reconnaissance aux décisions de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais aussi aux contentieux liés à la durée des arrêts de travail et à l'incapacité qui est attribuée aux salariés. Les deux derniers sujets sont essentiellement de nature médicale et débattus dans le cadre d'expertise, mais le premier sujet est vraiment lié aux conditions dans lesquelles la caisse a reconnu ou pas un accident du travail. Donc l'idée à travers ce webinaire, c'est avec notre expérience des contestations, comment faire en sorte que vous ayez les clés de compréhension dès au moment en fait, de la déclaration. Donc dans ce cadre de contentieux très abondant en matière de contestation des reconnaissances d'accidents du travail et maladies professionnelles, il y a eu une réforme récente qui avait pour objectif notamment de renforcer la phase d'instruction
des accidents du travail, de maladies professionnelles, de donner plus de place finalement aux échanges entre l'entreprise, le salarié et la caisse avant que les décisions ne soient rendues. L'objectif principal de cette réforme est de déjudiciariser le sujet et de réduire en fait le volume de contestation et de faire en sorte que les décisions soient perçues de façon plus équitable par les uns et par les autres. Donc, cette réforme, elle va essentiellement instaurer un certain nombre de délais dans le cadre de cette instruction et puis des formalités qui vont être fortement réglementées pour que chacun sache à quel moment et comment il peut s'exprimer dans le cadre de l'enquête pour éviter derrière de se sentir lésé, de devoir contester. Et donc, tout ça va être aussi facilité par un mouvement de dématérialisation des échanges entre la caisse et les salariés et l'entreprise. Donc, on va le voir tout au long de ce webinaire, quelles sont les nouvelles modalités de communication qui s'offrent à vous et comment vous pouvez les utiliser pour être très actif durant l'enquête et voilà, faire valoir finalement vos droits, vos observations tout au long de la procédure pour obtenir des décisions qui d'emblée finalement vous semblent justes et correctes à votre égard. Alors aujourd'hui, un petit peu de statistiques nationales quand même pour savoir où est-ce qu'on se situe. Donc effectivement, 95% des déclarations d'accidents du travail sont reconnues au titre de la législation professionnelle et en moyenne, un arrêt dure 66 jours. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience de ces chiffres ou pas du tout par rapport à vos statistiques aussi au sein de vos entreprises, mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on ne sécurise pas la déclaration d'accident du travail, si on fait la moindre petite erreur dès le début, si on porte la moindre négligence, si on ne fait pas de réserve, on va avoir encore plus de prise en charge. Ça veut dire que, au-delà de ça, également, la réserve en elle-même, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire pourquoi? Parce que si on prend ce chiffre de 95%, ça veut dire aussi qu'en cas de réserve, on a à peu près 50% de chances à ce qu'un dossier avec réserve soit aussi pris en charge. Ça veut dire qu'il est indispensable de suivre toute l'instruction, de répondre aux questionnaires et de faire des observations. Aujourd'hui, on parle de sécuriser la déclaration d'accident du travail, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre du début de la déclaration d'accident du travail jusqu'à la décision en ne passant pas à côté des étapes de l'instruction avec notamment questionnaire et observation. Au-delà de ça, il y a aussi un impact qui est important, ne serait-ce que sur vos taux de cotisation et du coût financier vraiment que l'accident a au regard du nombre de jours de travail imputés sur vos relevés de compte employeur et qui rentrent dans le calcul de votre taux AT, mais il y a aussi bien évidemment l'impact et un enjeu sur l'absentéisme de votre société. Donc, une fois qu'on vous a dit tout ça, comment on fait pour traiter les événements, comment compléter une DAT et rédiger une lettre de réserve pour ne pas vous porter préjudice pendant la phase d'instruction. Le premier objectif sur une déclaration d'accident du travail, c'est être en conformité réglementaire. Ça veut dire quoi être en conformité réglementaire, pardon? Vous avez 48 heures pour déclarer un sinistre. Les 48 heures, il y a deux choses à bien avoir en tête. C'est à partir de quand démarrent ces 48 heures. Les 48 heures démarrent à partir du moment où l'employeur a une connaissance de l'événement ou l'un de ses préposés. Et attention, parce que par l'un de ses préposés, il faut entendre collègue. Ça veut dire que si votre salarié qui prétend avoir eu en tout cas un événement en a fait part à l'un de ses collègues, l'entreprise est réputée en avoir connaissance et le délai de 48 heures commence à partir de ce moment-là. Bien évidemment, si personne n'est au courant, que le salarié n'informe aucun collègue, n'informe aucun responsable, aucun hiérarchique et vient vers vous 48 heures plus tard, le délai commence à partir du moment où vous êtes réputé en avoir connaissance. On ne peut pas faire partir un délai sans en avoir connaissance. Et la deuxième chose sur le délai des 48 heures, c'est bien sûr que tous les jours comptent, sauf le dimanche et jour férié. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vigilance aux accidents qui ont lieu le jeudi. Parce qu'effectivement, un accident dont vous avez eu connaissance le jeudi, le délai court à partir du jeudi et il expire donc le samedi. Ça veut dire que si la personne qui est habilitée à déclarer l'accident du travail, donc émettre en tout cas le CERFA, ne travaille pas le samedi, vous aurez donc que jusqu'au vendredi pour établir la DAT et l'envoyer à la CPM compétente. À défaut, vous serez donc en non-conformité et sur un délai tardif, en sachant que, effectivement, en cas de déclaration d'accident tardif, il y a des sanctions qui sont possibles.
et que la caisse, en tout cas, peut vous signifier. Le deuxième objectif pour sécuriser votre DAT, et ça c'est vraiment une étape clé, c'est collecter toutes les informations pour pouvoir établir la DAT. Alors, on a différentes préconisations en lien avec ça. Effectivement, ayez un document à compléter qui s'appelle fiche de liaison, recueil des faits, peu importe. Mais en tout cas, l'objectif est d'aider et d'accompagner les collaborateurs à collecter l'ensemble des informations pour rédiger la DAT, pour pouvoir faire un recueil à chaud et une analyse à froid. Pourquoi? Parce que l'analyse à chaud, parfois, le collaborateur est avec vous ou avec votre collaborateur, il n'est pas toujours évident finalement de recueillir l'ensemble des éléments quand le salarié est là et en présence du salarié. Prenez le temps d'appeler le manager, recueillez les témoignages, faites faire des attestations. Vous avez la possibilité de faire des attestations écrites pour les témoignages. Donc, allez-y, ça permet en tout cas de figer les attestations. Allez dans la mesure du possible sur les lieux, prenez des photos. Et moi, j'aime à dire, pour expliciter tout ça, en fait, quand vous faites l'ensemble de ce recueil, il faut qu'on puisse fermer les yeux et imaginer ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment faire le déroulement du mécanisme du fait accidentel et en plus de ça, d'avoir tout l'environnement autour du salarié pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et quand on a l'ensemble de ces informations, on peut alors rédiger au mieux la déclaration d'accident du travail et qui plus est, un peu de teasing pour tout à l'heure, mais en tout cas, soulever les motifs de réserve. Le troisième objectif pour sécuriser votre déclaration d'accident du travail, là, on est sur la rédaction vraiment du CERFA. Il faut rester factuel, neutre et intelligible. Effectivement, la moindre négligence peut donner une autre coloration au dossier et tout de suite, et on ne pourra pas le rattraper après. Par exemple, ne pas qualifier la douleur. Alors, oui, et encore une fois, par expérience, vraiment, la qualification de la douleur est encore très fréquente, voire beaucoup trop fréquente. Et lorsqu'on qualifie une douleur de forte, vive ou atroce douleur, parce que je le vois encore, les atroces douleurs, en fait, on qualifie cette douleur et finalement, on induit les gestionnaires de la caisse en disant, écoutez, cette personne a une atroce douleur, donc effectivement, on est bien sur un accident du travail. Non, la douleur est propre à chacun. Et il suffit de dire douleur, ça suffit à lui-même vraiment. Pareil sur la nature des lésions. La qualification, c'est la même remarque, elle appartient au médecin, et sauf à constater quelque chose de visible, une coupure, une plaie, effectivement, avec du sang, on peut effectivement le mentionner. À défaut, on n'est pas nous-mêmes habilités, vous-même habilités, on n'est pas médecin. On ne peut pas savoir d'avance s'il s'agit d'une entorse, d'une élongation musculaire ou autre chose finalement qui se passe à l'intérieur du corps. C'est vraiment quelque chose qui appartient au médecin. Donc, sauf à ce que vous ayez effectivement un certificat médical initial descriptif des lésions qui vous a été fourni par le salarié où vous pouvez indiquer ce type de lésion, ne qualifiez pas non plus la lésion. Et enfin, pour rappel, le témoin, c'est bien celui qui a vu l'événement se produire et qui peut décrire le mécanisme du fait accidentel. Celui qui est de dos et qui a entendu n'est pas témoin. On parlera alors de première personne avisée. Donc là, encore une fois, effectivement, en cas de vrai témoin, donc celui qui a vu, n'hésitez pas à le solliciter pour qu'il puisse vous décrire effectivement ce qu'il a vu, comment les faits se sont déroulés et à le solliciter sur une attestation écrite. Donc, une fois que votre déclaration d'accident du travail est faite, qu'elle est rédigée vraiment de manière factuelle et en conformité avec la réglementation, on va sécuriser cette phase-là. En revanche, vous avez toujours des doutes sur l'événement. Dans ce cas-là, vous allez rentrer effectivement dans ce qu'on appelle les réserves que vous faites sans doute pour certains ou pour la plupart déjà. Donc l'important avec les réserves, ça va être de les émettre lorsque c'est opportun, mais aussi de les émettre d'une façon finalement qui oblige la caisse à mener une enquête, puisque l'objectif des réserves, c'est de déclencher une instruction par la caisse. Donc comme vient de le dire Virginie, l'étape de recueil des faits va être très importante, notamment pour la suite et pour pouvoir établir vos réserves. Dans le CERFA de déclaration, on vous demande de décrire de façon sommaire les faits, d'apporter un certain nombre d'informations qui décrivent la situation. Mais pour les réserves, il va falloir aller plus loin que de décrire simplement l'accident. Il va falloir aller rechercher s'il y a bien des éléments autour du fait de l'accident qui viennent le confirmer.
c'est rechercher des constatations qui confirment ou non l'accident. C'est notamment ce que disait Virginie tout à l'heure, aller voir sur place si il y a bien des éléments sur les lieux qui confirment que l'accident s'est produit, ou au contraire, s'il y a des éléments qui permettent de douter que le fait s'est produit. Et toutes ces observations que vous allez faire, tout ce contrôle de cohérence de la survenue de l'accident sur un certain nombre de points, il va vous permettre de mettre en lumière un certain nombre d'informations qui vont venir mettre en doute plutôt les conditions dans lesquelles l'accident est survenu. Donc avec ces éléments-là, vous allez pouvoir justement compléter, réaliser un courrier de réserve. Donc pour émettre des réserves, vous avez, depuis la fameuse réforme dont on vous parlait tout à l'heure, 10 jours. Préalablement à cette réforme, les réserves devaient partir en même temps que la déclaration d'accident du travail, ce qui posait problème parce que vous aviez un délai très court de 48 heures pour déjà collecter toute l'information, formaliser un CERFA de déclaration d'accident et en même temps arriver à rédiger un courrier suffisamment motivé. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc vous pouvez parfaitement envoyer votre déclaration pour sécuriser votre délai et vous laisser le temps, prendre 5-6 jours supplémentaires pour notamment continuer à recueillir des faits, vérifier des informations, recueillir des attestations. Et vraiment, on vous invite pour le coup à utiliser ces 10 jours pour aller vérifier un certain nombre de points. Donc, dans votre déclaration, n'hésitez pas à indiquer que des réserves vont suivre dans ce délai de 10 jours. Mais quoi qu'il en soit, la caisse, elle est tenue d'attendre que ces 10 jours expirent avant de reconnaître l'accident. Donc, vous êtes tranquille, vous avez réellement ces 10 jours pour prendre le temps. Donc ça, c'est le premier point important pour les réserves. Elles sont enfermées dans un délai. Elles ont donc pour objectif de déclencher une enquête. Il ne faut pas confondre en fait les réserves avec une contestation. C'est-à-dire que parfois on a tendance à croire, nous on entend souvent, eh bien j'ai émis des réserves et puis la caisse a tout de même pris en charge, elle ne les a pas pris en compte. Eh bien en fait si, la façon qu'elle a la caisse de prendre en compte les réserves, c'est simplement d'ouvrir une enquête, d'ouvrir une instruction dans le cadre de laquelle elle va vérifier un certain nombre de points. Donc elle va aller voir votre salarié, elle va lui produire ces éléments et elle va l'inviter à répondre sur les doutes que vous avez émis. Et s'il répond parfaitement à ces doutes, et que vous, derrière, vous ne le contredisez pas, eh bien, il est normal qu'elle prenne en charge l'accident. Donc, ça m'amène au deuxième point important sur les réserves, dont on n'a pas toujours conscience, c'est que depuis cette réforme, le salarié, il est notifié de vos réserves. Il en a connaissance. Donc, c'est plutôt de bonne guerre. L'objectif, c'est qu'il puisse aussi répondre aux éléments de doute que vous avez soumis. Mais ça vous oblige à être quand même vigilant dans ce que vous apportez dans vos réserves. Il faut vraiment veiller, évidemment, à ne pas fonder vos réserves sur des éléments de jugement, de bonne foi ou non du salarié, sur des éléments vraiment qui relèvent trop ou exclusivement de sa vie privée, ne pas introduire de propos qui peuvent paraître discriminatoires. Donc, toujours garder en tête que le salarié les aura sous la main et pourra éventuellement vous reprocher un certain nombre d'éléments. Mais par contre, vous pouvez tout à fait rester neutre et poser des questions légitimes lorsqu'il manque des constatations qui viennent prouver que l'accident s'est produit. Donc, pour finir, vos réserves, elles ne peuvent pas porter sur tous les sujets. Elles peuvent porter exclusivement sur 2 points. Il y a 2 types de réserves. Le premier point, ce sont les réserves qui vont porter sur les circonstances de temps et de lieu, qui vont consister à remettre en cause la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail, soit parce qu'il n'y a pas de constatation qui vienne finalement confirmer qu'il est survenu, soit parce qu'il existe même des incohérences ou des contradictions sur sa survenue. Et le deuxième point, c'est l'existence d'une cause étrangère, c'est-à-dire un événement qui est à l'origine de l'accident et qui est sans lien avec le travail. Donc là, vous allez contester le lien de causalité entre l'accident, l'événement et le travail. Voilà, pour les réserves. Donc on va tout de suite passer à quelques exemples pour rendre ça plus concret. Donc je vous invite à en prendre connaissance avec nous et malheureusement vous êtes très nombreux, on ne va pas pouvoir en débattre, mais on vous propose quand même de les passer en revue. Donc là, nous avons un cas qui est extrait d'une récente décision de justice. Peut-être certains d'entre vous en ont eu connaissance, mais on tenait à vous le proposer, à vous le soumettre. C'est un salarié qui se blesse lors d'un jeu entre collègues, donc dans le domaine de la logistique et du transport. Donc dans ce jeu, les salariés chahutaient avec les outils d'aide à la manutention, en l'occurrence des Fenwick, et l'un d'eux a voulu grimper sur le Fenwick pour asperger de parfum son collègue, et malheureusement, il a chuté et s'est blessé à cette occasion. Donc là, on voulait illustrer par ce cas la possibilité ou non d'émettre des réserves.
Et là, effectivement, il est possible d'émettre des réserves dans ce cas, notamment parce que, en s'adonnant au jeu auquel les collègues étaient en train de s'adonner, ils se sont soustraits à l'autorité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne se plaçaient plus en position de salariés sous l'autorité de leur employeur. Ils se sont mis finalement à vaquer à une activité qui était sans rapport avec les directives qui leur avaient été données par leur employeur. Donc là, c'est une rupture du lien de subordination et des salariés qui se mettent à agir avec leur volonté propre et plus dans le cadre de la réalisation de leur travail. Et donc, on va considérer que une cause étrangère est à l'origine de l'accident. Et c'est ce qu'il faut mettre en évidence dans le courrier de réserve. À l'inverse, souvent, on est sollicité, et Virginie pourra confirmer mieux que moi, par des entreprises qui sont agacées, par exemple, par le fait qu'un salarié ne respecte pas une consigne ou ne va pas porter, par exemple, ses équipements de protection et se blesse à cette occasion. Il faut bien saisir la nuance. Là, on n'est pas dans une insubordination. On est face à un salarié qui continue à exercer son activité et son travail. Il n'est pas en train de faire autre chose, il n'est pas en train de jouer, il est en train de faire son travail. Il le fait certes mal en ne respectant pas les consignes et il omet d'appliquer une consigne, mais néanmoins, il reste sous l'autorité de son entreprise. C'est là qu'est la nuance. Et ces réserves-là, par contre, elles ne vont pas être recevables et ne vont pas être considérées comme mettant en évidence une cause totalement étrangère au travail. J'espère que j'ai été claire parce que la frontière n'est pas toujours très aisée. Un autre cas qu'on vous propose pour illustrer les propos, c'est un cas où vous savez qu'il y a quelques mois, votre salarié a été opéré de la cheville suite à un accident sportif. Ça peut arriver. Et il dit qu'il s'est tordu la cheville en marchant dans le couloir sur son lieu de travail. Et en plus de ça, il cite un témoin qui confirme qu'il a eu mal d'un coup. Alors, là, encore une fois, donc bien sûr, il y a l'obligation déclarative d'émettre une déclaration d'accident du travail. On est au temps et lieu du travail. Et quid, effectivement, de cette opération de la cheville et en plus suite à un accident sportif. Alors attention, parce qu'effectivement, l'état pathologique antérieur ne peut pas être un motif à lui tout seul pour pouvoir émettre des réserves. Ça peut constituer ce qu'on appelle un faisceau d'indices, mais à lui tout seul, ça ne va pas être suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement que l'état antérieur ne soit pas aggravé par un fait accidentel au travail. Donc, sur quoi on va travailler? C'est ce fameux fait accidentel. Est-ce que le fait effectivement de marcher dans un couloir est un fait accidentel? Donc là, il va falloir aller travailler sur votre collecte d'informations pour savoir effectivement s'il y a eu torsion, ce qu'a vraiment vu effectivement le témoin. Est-ce qu'il a vu une torsion de la cheville ou est-ce qu'il a seulement vu le collaborateur se plaindre de douleur? Est-ce que le collaborateur a continué sa journée de travail? Est-ce qu'il est allé à l'infirmerie si vous avez une infirmerie? Est-ce qu'il est allé consulter un médecin dans un temps proche? Et en fait, tout ça va vous permettre de collecter ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Et l'ensemble de ces éléments, si vous en avez plusieurs, effectivement, pourront être utilisés en tout cas dans une lettre de réserve motivée pour expliciter à la caisse que vous avez effectivement un doute sur le fait que le salarié ait pu se faire mal, en tout cas, à la cheville en marchant dans le couloir sur son lieu de travail. Donc, il est important de travailler sur cette collecte d'informations, sur ce recueil des faits, pour vraiment construire l'ensemble des éléments, l'ensemble du faisceau d'indices, parce que l'état antérieur à lui seul n'est pas un motif. Donc, il faut aller un petit peu plus loin et aller travailler sur le fait accidentel lorsque, en tout cas, le cas se présente. Daniela, il me semble que nous avons un dernier exemple. Tout à fait. Donc, dans ce dernier exemple, c'est un cas qui peut arriver et qui arrive souvent. Donc, vous avez un salarié qui vous envoie un message un lundi matin et qui vous explique qu'il a consulté un médecin, qu'il a arrêté pour un mal de dos. Avant cette information par téléphone, vous n'aviez eu aucune information concernant un quelconque accident survenu auparavant, sauf que le salarié vous dit qu'effectivement, il s'est blessé le vendredi au travail, juste avant le week-end, en soulevant un colis. Malgré ça, il a poursuivi son travail, il n'a informé personne, il ne cite aucun témoin et vous en avez connaissance seulement quelques jours plus tard.
Donc là, évidemment et typiquement, c'est un cas où des réserves sont parfaitement justifiées puisqu'on est en droit de remettre en doute finalement la véritable survenue de l'accident le vendredi comme indiqué par le salarié. Plusieurs éléments peuvent être mis en évidence. D'abord, la première chose, c'est que le salarié n'a pas informé son entreprise de façon immédiate ni même dans un temps proche de l'événement, puisqu'il a laissé s'écouler un week-end. Pendant ce week-end, il n'a pas plus consulté de médecin alors qu'il indiquait être blessé dès le vendredi. Il n'y a pas de témoins qui peuvent attester de la survenue de son accident. Donc là, on a un ensemble il y a une absence finalement de constatation qui viennent confirmer l'accident qui, mises bout à bout, permettent de motiver un courrier de réserve, notamment sur la survenue de l'accident au temps et au lieu du travail. Voilà. Du coup, une fois qu'on a émis les réserves, Virginie, c'est pas fini, c'est que le début, c'est ça? Ah oui, c'est que le début. Et ça, c'est vraiment important de le préciser, c'est que le début. Parce qu'effectivement, donc, vous avez émis des réserves, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des étapes clés qui sont le questionnaire et la phase d'observation. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que les CPM se sont un petit peu mis à la mode de la dématérialisation. En tout cas, ils ont pris le pli et plus besoin de prendre rendez-vous avec les caisses primaires sur lesquelles on ne pouvait même pas faire des photocopies. Parfois, on était obligé de faire des photos ou pas. Des fois, on avait le droit juste de lire les documents. Aujourd'hui, l'ensemble des instructions sont dématérialisées sur le site d'Amélie Questionnaire Risque Pro, sur lequel, effectivement, on peut retrouver tout ce qui est attrait au questionnaire en ligne, avec la possibilité de répondre directement en ligne. En plus, vous pouvez le faire en plusieurs fois. On peut faire des projets, revenir dessus pour collecter l'ensemble des informations. On peut joindre des documents aussi. Donc, ça veut dire que si vous avez des attestations et que vous les avez reçues entre-temps, ou si vous avez des photos, un dessin de ce qui s'est passé, en tout cas, c'est possible. Et plus que tout, la consultation des pièces est possible aussi en ligne. La consultation des pièces, elle va intervenir au moment où la caisse primaire a envoyé le questionnaire auprès de l'employeur, donc auquel vous avez répondu, le questionnaire auprès du salarié et aussi le questionnaire auprès du témoin ou de la première personne avisée. Une fois que tout le monde a répondu à ces questionnaires dans les délais imposés par la caisse primaire clôture l'instruction. Et au moment où elle clôture l'instruction, elle laisse un délai pour consulter les pièces et émettre des observations. C'est une étape aujourd'hui qui est incontournable, si ce n'est la plus importante. L'étape de la consultation des pièces, elle permet effectivement de recueillir l'ensemble des informations qui ont été transmises par l'ensemble des parties, donc employeurs, ça vous les avez déjà, mais aussi salariés, témoins ou première personne avisée, et permet justement de confronter l'ensemble de ces éléments. Et parfois, et bien plus souvent qu'on le croit, il y a des éléments contradictoires. C'est-à-dire que c'est le moment, la phase d'observation, où il va falloir souligner et mettre en avant les incohérences des propos de l'ensemble des parties. Et c'est le moment aussi où on va pouvoir avoir à disposition la communication du certificat médical descriptif des lésions, le certificat médical initial qui a été établi par le médecin pour le salarié. Et ça, c'est des données qui sont très importantes parce qu'effectivement, on peut le faire analyser par un médecin pour savoir s'il y a un lien de causalité effectivement entre la lésion qui est décrite sur le certificat médical initial et sur la déclaration d'accident du travail. Est-ce que finalement, il y a un lien entre cette lésion et le fait accidentel? Ça, c'est un vrai appui. Il ne faut pas négliger cette étape vraiment parce qu'elle permet de soulever des nouveaux arguments, elle permet de réitérer les réserves et en plus de ça, elle permet finalement, si vous voulez, de rajouter des éléments au dossier pour dire, écoutez, Madame la caisse, là, manifestement, on n'est pas sur un cas d'accident du travail, on est peut-être sur un cas d'accident, mais pas un cas d'accident du travail, et il faut que vous puissiez réfléchir à la prise de votre décision et tendre en tout cas vers un refus de prise en charge. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure sur les statistiques nationales, on a 95% de dossiers qui sont pris en charge. Ça veut dire qu'au moment de ces instructions, il faut donner vraiment l'ensemble des informations possibles à la caisse primaire pour qu'elle puisse, elle, prendre la bonne décision en tout cas. Donc, ne négligez pas cette étape, en tout cas, d'observation.
en sachant que, attention, elle est très courte. Il y a 10 jours. Et 10 jours, c'est vraiment très court. Donc, il faut être vraiment vigilant sur cette étape-là, en tout cas. Du coup, au regard de tout ce que nous venons de dire, on vous propose un sondage. Donc, le premier sondage, Lorenza, on te laisse la main pour lancer le premier sondage. Donc, on aimerait connaître un petit peu effectivement vos pratiques, notamment sur la gestion de cette phase d'enquête. Et on voudrait savoir si vous répondez tous bien au questionnaire envoyé par la CPM en matière d'accident. Oui, non, de façon irrégulière. Le tic-tac est ouvert. On n'a pas mis aussi, on aurait pu mettre, est-ce que vous avez connaissance des pratiques? Parce que parfois, on n'a pas forcément la connaissance des pratiques, en tout cas des collaborateurs qui sont amenés à suivre, en tout cas, les accidents du travail sur ces différents sujets. On aurait pu le rajouter. Il faut savoir aussi que les questionnaires arrivent parfois aussi au niveau des établissements et on n'a pas toujours l'occasion, la possibilité de bien maîtriser leur suivi et le fait qu'ils soient renseignés ou non. Mais quand même, pour une grande majorité d'entre vous, vous répondez bien au questionnaire envoyé par la CPAM. Second sondage. On souhaiterait également vous interroger sur vos pratiques. On sait que c'est quelque chose qui est fait de façon un peu plus rare, sur notamment au moment de la fin de l'instruction. Est-ce que vous consultez les pièces du dossier et est-ce qu'au regard des pièces consultées, vous êtes amené régulièrement à rédiger un courrier d'observation, comme vient de vous l'indiquer Virginie? Donc oui, vous consultez, vous faites des observations. Oui, vous consultez, vous faites parfois de temps en temps des observations. Oui, vous consultez, mais vous ne faites pas d'observation parce que vous n'avez peut-être pas non plus le soutien ou les compétences en interne pour commenter l'ensemble des documents. Ou non, vous ne consultez pas et vous ne faites pas d'observation à cette étape de la procédure. Eh bien, pour, on va dire, la majorité, vous êtes donc sur 2 réponses. Vous ne consultez pas ou ne faites pas d'observation pour 35%. Vous consultez et ne faites pas d'observation ou en faites très peu. Donc, pour la majorité, seulement 4% d'entre vous consultent et font des observations au moment justement de cette étape, ce qui est relativement peu, mais c'est assez représentatif de nous, ce qu'on peut observer chez l'ensemble des entreprises que l'on accompagne. Il y a une vraie finalement méconnaissance de cette étape de la procédure qui est peut-être pas suffisamment mise en évidence, mais qui est pourtant vraiment essentielle. Donc aujourd'hui, on peut vous accompagner en tout cas selon différentes modalités avec de l'externalisation complète sur les déclarations d'accident du travail, les réserves et toute la phase d'instruction, y compris les consultations et observations. Et on vous accompagne aussi sur des formats de formation ou de contestation auprès, en tout cas, des juridictions. Est-ce que vous avez des questions? Lorenza, est-ce qu'on a eu des questions? Alors oui, on en a eu et je vous remercie pour cela. Donc la première question est la suivante. Peut-on utiliser la vidéosurveillance pour vérifier ce qui s'est passé? Daniela ou Virginie, qui d'entre vous souhaite y répondre? Je vais répondre. Merci beaucoup, Lorenza. C'est une très bonne question. Alors, la vidéosurveillance, oui, il y a certaines entreprises, effectivement, qui sont équipées de vidéosurveillance. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des conditions pour pouvoir les utiliser et pour faire valoir ce qu'on appelle cette preuve licite. Donc, pour pouvoir utiliser, en tout cas, cette vidéosurveillance, il faut effectivement que certaines conditions soient remplies, en sachant que, bien sûr, il faut que l'information du système de vidéosurveillance ait été faite aux représentants du personnel,
que les salariés en aient eu également l'information. Donc, une voie d'affichage est suffisante sur cet aspect-là, et que la déclaration de la vidéosurveillance ait été faite auprès des organismes compétents, la CNIL, la préfecture, c'est en fonction de l'activité, et que bien sûr, que la personne qui atteste avoir vu ce qu'il se passe sur la vidéosurveillance soit habilitée, en tout cas dans cette déclaration auprès de la CNIL ou de la préfecture, pour en tout cas retranscrire ces éléments-là. Exactement. En sachant que c'est un petit point qu'on surveille, la vidéosurveillance, dans le sens où il y a de la jurisprudence qui fluctue et qui évolue. Et aujourd'hui, si on ne remplit pas ces conditions, ça veut dire qu'on est sur de la preuve illicite. Et la Cour de cassation, récemment, alors ce n'est pas sur une affaire d'accident du travail, c'est sur autre chose, mais on peut éventuellement s'en servir aussi, dit que même si cette preuve est illicite, si les conditions ne sont pas remplies, on peut quand même s'en servir à condition que cette preuve par la vidéosurveillance soit proportionnée par rapport à les faits recherchés et qu'elle soit indispensable. Ça veut dire qu'on n'ait aucun autre moyen de prouver que finalement, il ne s'est pas passé ce qu'on dit ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser. C'est vrai que la jurisprudence évolue et c'est des choses qu'on surveille sur ces différents sujets. Merci Virginie. Question suivante. Pour remettre les feuilles de soins, quelle CPAM devons-nous notifier? Celle du salarié ou bien celle de l'entreprise? Daniela ou bien Virginie? La CPAM compétente et celle qui va se charger d'indemniser le salarié, c'est la CPAM compétente au regard du lieu de domicile du salarié. Et la feuille de soins, elle est remise au salarié au moment de la déclaration de son accident du travail. Ce sont les mêmes obligations que pour la déclaration. Vous avez 48 heures pour la remettre au salarié sous peine de sanction, puisque c'est ce qui va lui permettre de bénéficier de la prise en charge de ses soins à 100%. Merci voilà. Daniela. Une question qui prie. concerne la slide de 10. Donc 10 jours, est-ce calendaire ou bien jour ouvré? Alors, ce sont des jours calendaires francs qui commencent, donc le délai commence à courir à compter du lendemain de la date de rédaction de la déclaration d'accident du travail. Donc, la date de rédaction de la déclaration d'accident du travail est J. Donc, le délai commence à courir à J+1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à donc le 10e jour suivant. Voilà. Merci, et si ce 10e jour tombe un dimanche, eh bien, la fin du délai est reportée au lundi suivant, la fin de ce délai. Je t'en prie. Très bien. Alors, question suivante. Est-ce qu'une bagarre entre deux salariés sur le temps et le lieu de travail est un motif daté? Eh bien, il y a bien un événement quand même qui est inhabituel. On peut le considérer comme accidentel parce que, bon, voilà. Donc, effectivement, il y a eu des qualifications d'accident du travail pour des altercations, notamment quand ils en viennent aux mains et qu'il y a clairement une agression physique, puisqu'il va y avoir des lésions qui vont en résulter et qui vont être constatées. Maintenant, il est intéressant de s'intéresser. Bon, c'est survenu au temps et au lieu du travail, donc il y a une présomption de lien avec le travail qui est en place. Néanmoins, on peut s'intéresser tout de même au sujet de l'altercation et aux conditions dans lesquelles elle est survenue. Si l'altercation a une cause qui est totalement étrangère au travail, c'est-à-dire qu'il y a un motif personnel à l'origine de l'altercation, on peut soulever la cause étrangère au travail. On peut soulever aussi l'insubordination, c'est-à-dire que si les salariés se mettent tout d'un coup à faire quelque chose qui est hors cadre de l'activité professionnelle et dans ce contexte-là se mettent finalement à se taper dessus, littéralement, eh bien on peut tout à fait dire qu'ils n'étaient plus sous l'autorité de leur entreprise. Mais encore une fois, là, il ne suffira pas de le dire. Il faut réunir des éléments, il faut réunir des attestations. Il ne faut pas hésiter à produire le règlement intérieur, tout élément qui définit le cadre de l'activité pour expliquer en quoi les salariés en sont sortis. Merci Daniela. Alors, autre question. Le collaborateur reçoit-il une copie du courrier de réserve? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est dans le cadre effectivement de l'instruction. Donc effectivement, la caisse primaire, lors de l'instruction, envoie un questionnaire auprès de l'employeur et aussi auprès du salarié. Lorsque tout le monde a répondu, il y a la clôture de l'instruction et vous savez, c'est le moment où on peut effectivement consulter les pièces. Et là, le salarié a accès effectivement à la lettre de réserve que l'employeur a émis.
Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, attention, il faut rester dans des propos factuels et faire attention à tout ce qui peut être discriminatoire ou tout ce qui peut être attenant au secret médical. Mais effectivement, aujourd'hui, les salariés ont accès, en tout cas, au courrier de réserve. Très bien, Mais on peut merci Virginie. parfaitement Ah oui, excuse-moi, faire un Daniel. courrier de réserve de façon très neutre, Tout à simplement en fait. indiquant voilà ce que dit Oui, le salarié entre guillemets. Nous tenons à faire observer qu'il n'a pas informé tout de suite, qu'il n'y avait pas de témoins, qu'il n'existe pas d'éléments qui viennent confirmer l'accident, et on vous laisse du coup faire c'est votre ça. enquête. Donc là, dans ce cadre-là, on n'est pas en train de remettre en cause la bonne foi du salarié, on donne simplement les éléments tels qu'ils nous sont soumis. Et charge du coup aux salariés d'apporter des éléments complémentaires lors de l'instruction. Très bien. Alors, les observations ne sont-ils à faire que s'il y a des réserves? Alors, les observations, elles vont intervenir donc parce qu'il y a instruction. Il y a deux possibilités sur l'instruction. Effectivement, il y a instruction si l'employeur a émis des réserves. Et de temps en temps, la caisse, elle a aussi la possibilité, alors c'est pas de temps en temps, c'est la caisse a cette possibilité de faire une instruction d'elle-même. Donc, c'est des cas qui sont un petit peu plus rares, mais en tout cas, elle a cette possibilité de le faire. Et justement, c'est le moment, si la caisse fait partir une instruction alors qu'il n'y a pas eu de réserve, c'est qu'elle a elle-même des doutes sur en tout cas la véracité des faits et qu'elle a besoin de collecter les informations. Donc, dans cette hypothèse-là, prenez vraiment le temps de répondre au questionnaire et encore plus, justement, d'aller consulter les pièces et de faire des observations. Alors, les observations vont être opportunes si effectivement il y a des incohérences et des choses qui sont contradictoires entre les faits que le salarié vous a rapportés et puis ce qu'il a pu dire effectivement lors du questionnaire. C'est le moment où, effectivement, il est intéressant de mettre en avant ces éléments contradictoires. S'il n'y a pas d'éléments contradictoires, que vous êtes parfaitement d'accord, en tout cas, avec ce qui s'est passé, vous n'avez pas l'obligation de faire des observations, mais en tout cas, c'est préconisé. Merci Virginie, nous allons prendre encore quelques questions. Donc, de quand date la réforme? Daniela ou bien Virginie? La De réforme quand de date l'instruction, la réforme? ouais. Oui. Alors, c'est 2009 ou 2010, j'ai oublié. Pardon. Non, pas cette réforme-là, la toute dernière, moi je dirais 2019 ou 2020. On vous donnera la date exacte, notamment sur les 10 jours. Ouais, sur celle-ci, 10 ok. jours. Il me semble que c'est fin 2019. Voilà. D'accord, merci Daniela. Alors, quel est le délai pour émettre des réserves dans le cadre d'une maladie professionnelle? Alors, dans le cadre de la maladie professionnelle, ce n'est pas réglementé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un délai pour émettre des réserves parce qu'elles n'ont pas la même fonction, les réserves en matière de maladie professionnelle. En matière d'accident du travail, elles ont pour fonction de déclencher une instruction parce qu'elle n'est pas obligatoire. Donc, la caisse pourrait ne pas la faire si vous ne faisiez pas de réserve. Alors qu'en matière de maladie professionnelle, l'instruction est de droit. Il y a toujours une enquête, toujours des questionnaires. Donc, elle sera automatique. Et vos réserves, elles n'ont plus la fonction de déclencher une enquête, elles ont plutôt la fonction d'apporter des éléments complémentaires et puis, on va dire, justement, des points d'attention, de vigilance sur le dossier de maladie professionnelle. Donc, vous pouvez les faire à tout moment, mais l'idéal, c'est de les faire en matière de maladie professionnelle en même temps que vous répondez à votre questionnaire. C'est ça. Donc, le délai, du coup, va être le même que celui du questionnaire. Parce qu'une fois que vous avez dépassé le délai pour répondre au questionnaire, par contre, là, effectivement, il va intervenir la clôture de l'instruction et vous ne pourrez plus apporter ces éléments complémentaires. On pourra apporter les éléments complémentaires que lors de la phase d'observation, pour le coup. Très bien. Alors, peut-on contester si l'accident n'est pas consécutif d'un fait brusque et soudain, exemple, le mal de dos? C'est une très bonne question parce que ça arrive très, très fréquemment, notamment dans certains domaines d'activité. On a faisait ceci, a eu mal au dos, a eu mal à l'épaule, etc. Oui, c'est ce que disait Virginie tout à l'heure. Là, ça va dépendre de la gestuelle et on va dire des circonstances dans lesquelles la douleur va apparaître. Si on est dans le cadre d'un acte de la vie courante, parfaitement habituel, qui n'a pas de caractère d'effort excessif ou traumatique, on peut parfaitement dire que ça ne s'apparente pas à un fait accidentel. Mais là aussi, il va falloir réunir des éléments pour expliquer le geste vraiment de façon détaillée et écarter tout caractère traumatique à ce geste. Et attention, on ne conteste pas un accident au moment où il se produit. On émet des réserves, c'est-à-dire qu'on va émettre un doute pour en faire part à la caisse pour aller chercher l'instruction.
Très La bien. contestation, elle vient après. Merci Virginie et Daniela pour vos réponses à toutes ces questions. Donc, effectivement, nous avons plusieurs questions qui sont apparues à l'instant. Donc, ne vous en faites pas, nous allons les traiter. Nos experts vont y répondre dans les meilleurs délais. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et surtout à visiter notre site Internet afin de découvrir l'ensemble de notre expertise autour des ressources humaines. Nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt. Merci Merci pour votre beaucoup. écoute. Bonne Très belle journée. journée. Bonne journée.